Sicile, le 10 juillet 1943. Dans l'obscurité avant l'aube, la plus grande opération amphibie jamais tentée dans l'histoire se déroule le long des côtes sud de cette île méditerranéenne. Plus de 160 000 soldats américains, britanniques et canadiens envahissent la plage sur une longueur de 100 miles de littoral. L'opération Husky marque le début de l'invasion alliée de ce que Winston Churchill appelle « le ventre mou de l'Europe ». Mais ce ventre mou s'avérera tout sauf mou. À ce moment de la Seconde Guerre mondiale, la marée a tourné, mais la victoire reste lointaine. Stalingrad est tombé aux mains des Soviétiques 6 mois plus tôt. La bataille de Koursk fait rage sur le front de l'Est. L'offensive combinée des bombardiers pilonne les villes allemandes nuit et jour. Pourtant, le Reich d'Hitler contrôle encore la plupart de l'Europe continentale, du canal de la Manche aux montagnes du Caucase. L'invasion de la Sicile ouvre un nouveau front, forçant l'Allemagne à détourner des ressources précieuses vers le sud, tandis que le front de l'Est consomme des armées entières. Les enjeux stratégiques sont immenses. Le succès en Italie promet de faire tomber le régime fasciste de Mussolini hors de la guerre, de sécuriser les voies maritimes de la Méditerranée, de fournir des bases aériennes pour des bombardements profonds en Europe occupée par les nazis et de tenir en échec des divisions allemandes qui pourraient autrement renforcer la France ou la Russie. L'échec signifie prolonger la guerre et laisser l'Union soviétique supporter le poids des combats contre l'Allemagne nazie seule. Le général Dwight Eisenhower commande les forces alliées dans leur ensemble, tandis que le général Harold Alexander coordonne les opérations terrestres en tant que commandant du groupe d'armées de la 15e armée. Le général Bernard Montgomery dirige la 8e armée britannique, tandis que le général George Patton commande la 7e armée américaine. Le maréchal de l'air Arthur Tedder contrôle une supériorité aérienne alliée écrasante. En face de eux se tient le maréchal feldmarschall Albert Kesselring, peut-être le commandant défensif le plus capable d'Allemagne, qui transformera la péninsule italienne en une forteresse de montagnes, de rivières et de lignes défensives soigneusement préparées qui coûteront cher aux Alliés pour chaque kilomètre gagné. Le paysage italien lui-même devient un ennemi. Les montagnes Apennins forment une colonne vertébrale sur toute la péninsule, leur sommet atteignant plus de 2000 mètres. Les rivières coupent chaque voie d'avancement. De vieux villages en pierre se dressent sur les sommets des collines, chacun étant un point fort potentiel. Les routes sont rares, étroites et faciles à bloquer. La pluie transforme les vallées en marécages. La neige ferme les cols montagneux. La campagne qui commence ce matin de juillet durera 647 jours. Elle coûtera aux Alliés 325 000 pertes et aux Allemands 435 000 hommes. Les civils italiens subiront des dévastations dans leur patrie. Des villes comme Cassino et Ortona seront réduites en ruines. L'avancée que certains planificateurs prédisent atteindra les Alpes dans quelques mois, avancera en réalité mètre par mètre, montagne par montagne, rivière par rivière. Les images qui subsistent, dont beaucoup ont récemment été restaurées en couleur, capturent une campagne d'une brutalité et d'une endurance extraordinaires. L'infanterie britannique débarque dans les vagues de Sicile. Les parachutistes américains descendent à travers un ciel rempli de flaques. Les tanks Sherman churnent à travers la boue le long du fleuve Rapido. Les troupes canadiennes combattent maison par maison dans les ruines d'Ortona. Les soldats polonais hissent leur drapeau au-dessus du Monte Cassino. Les parachutistes allemands défendent des positions impossibles face à des odds écrasants. La caméra capture tout: l'épuisement, la boue, les ruines, le coup. Un officier d'infanterie américain écrit plus tard « Nous pensions que l'Italie serait une campagne rapide, une étape vers la France. Au lieu de cela, cela est devenu un cauchemar sans fin de montagnes et de boue, où nous mesurions nos progrès en mètres et payions chaque mètre avec du sang. La décision d'envahir l'Italie découle d'une nécessité stratégique et d'un compromis politique. » Lors de la conférence de Casablanca en janvier 1943, Roosevelt et Churchill débattent de l'endroit où frapper ensuite après la victoire en Afrique du Nord. Les Américains favorisent une invasion directe à travers la Manche en France. Les Britanniques plaident pour maintenir la pression en Méditerranée. Churchill l'emporte avec sa vision d'attaquer par l'Italie, bien que les planificateurs américains craignent que cela détourne des ressources de l'effort principal contre l'Allemagne. La Sicile devient le premier pas essentiel.
L'île se trouve au croisement des routes maritimes méditerranéennes, ses aérodromes menaçant Malte et les convois alliés. Le général Alexander commande le groupe d'armée 15e, coordonnant la 8e armée de Montgomery, composée de 4 divisions, et la 7e armée de Patton, composée de 3 divisions. Ensemble, ils rassemblent plus de 3500 avions et 2600 navires pour l'opération Husky. Le maréchal Kesselring commande toutes les forces allemandes dans le théâtre méditerranéen. En Sicile, le général Alfredo Guzzoni dirige la 6e armée italienne, environ 230 000 hommes des divisions de défense côtière avec une mobilité limitée et un équipement obsolète. Mais 2 divisions allemandes constituent le véritable pilier défensif, la 15e division de grenadiers blindés et la division blindée Hermann Göring, totalisant environ 32 000 soldats vétérans avec des chars modernes et de l'artillerie. Ces formations d'élite s'avéreront bien plus redoutables que les unités italiennes. La planification allemande anticipe une invasion, mais débat sur le lieu. Kesselring pense que les Alliés débarqueront en Sicile ou en Sardaigne. Hitler soupçonne la Grèce ou les Balkans. L'opération Mincemeat, la célèbre tromperie impliquant un cadavre portant de faux plans d'invasion, renforce l'incertitude allemande. Cette confusion permet à l'opération Husky d'atteindre une surprise tactique malgré son échelle énorme. L'assaut commence avant l'aube, le 10 juillet. Des parachutistes américains de la 82e division aéroportée se parachutent à l'intérieur des terres, bien que des vents forts les dispersent à travers le sud-est de la Sicile. Des troupes britanniques de planeurs tentent de s'emparer de ponts clés près de Syracuse, mais subissent de lourdes pertes lorsque de nombreux planeurs s'écrasent dans la mer. Malgré ces revers, les débarquements amphibies réussissent brillamment. Les troupes américaines prennent d'assaut les plages à Gela, Licata et Scogliti. Des forces britanniques et canadiennes débarquent près de Syracuse et au sud du cap Passero. Au crépuscule, 150 000 hommes sont à terre avec des pertes relativement légères. La réponse allemande arrive rapidement et violemment. La division Hermann Göring contre-attaque à Gela le 11e juillet, les chars allemands atteignant à moins de 1000 yards de la plage avant que le feu naval des croiseurs et des destroyers ne les arrête net. Le cuirassé USS Texas tire des salves qui disloquent les formations allemandes. La 15e division de grenadiers blindés se déplace pour bloquer l'avancée de Montgomery vers le nord en direction de Catane. Mais avec la supériorité aérienne perdue et les unités italiennes s'effondrant en masse, Kesselring reconnaît que la Sicile ne peut pas être tenue. Il ordonne un retrait combatif pour retarder les Alliés, tout en évacuant autant de troupes allemandes que possible vers le continent. La campagne pour la Sicile devient une course entre Montgomery, avançant le long de la côte est vers Messine, et Patton, se dirigeant vers l'ouest vers Palerme, puis à l'est le long de la côte nord. Le général américain, désireux de battre Montgomery à Messine, pousse ses troupes sans relâche à travers la chaleur brutale de juillet. Des villages tombent quotidiennement. Des troupes italiennes se rendent par milliers, mais les Allemands mènent une action de retardement magistral, faisant sauter des ponts, minant des routes et défendant chaque point de passage avant de se retirer vers la position suivante. À Troina, au début d'août, la première division d'infanterie américaine se bat pendant 6 jours contre des défenseurs allemands déterminés avant que la ville ne tombe finalement. Le 25 juillet, le tremblement de terre politique frappe. Benito Mussolini tombe du pouvoir. Le roi Victor Emmanuel arrête le DUS et nomme le maréchal Pietro Badoglio pour diriger un nouveau gouvernement. Badoglio proclame publiquement que l'Italie continuera à se battre, mais ouvre secrètement des négociations avec les Alliés pour un armistice. L'Allemagne commence immédiatement à planifier l'opération Axe pour occuper toute la péninsule et désarmer les forces italiennes lorsque la trahison inévitable se produit. À la mi-août, les ingénieurs allemands exécutent une brillante évacuation à travers le étroit détroit de Messine vers la Calabre continentale. En utilisant des ferries, des barges et de petites embarcations sous un lourd feu antiaérien qui repousse les attaques aériennes alliées, ils transportent 39 000 soldats allemands, 9 600 véhicules, 47 chars et 94 canons en sécurité. Les forces italiennes évacuent 62 000 hommes. Les Alliés, n'ayant pas de plan pour empêcher ce retrait malgré leur supériorité navale, regardent impuissants depuis les hauteurs
alors que leurs ennemis s'échappent pour se battre un autre jour. Les troupes de Patton entrent à Messine le 17 août, quelques heures avant que les forces de Montgomery n'arrivent du sud. La Sicile tombe après 38 jours de combat. Les pertes alliées s'élèvent à environ 20 000, 7 000 Américains, 12 000 Britanniques et Canadiens, 1 000 autres. Les pertes de l'Axe dépassent 165 000, bien que la plupart soient des prisonniers italiens. Les Allemands perdent environ 4 500 tués et blessés, mais sauvent surtout l'essentiel de leurs forces. La planification d'une invasion sur le continent se poursuit de manière urgente. Eisenhower et son équipe débattent des sites de débarquement. La région de Salerne, au sud de Naples, offre des plages à portée de couverture aérienne depuis la Sicile. Des débarquements plus au nord, à Rome, couperaient les forces allemandes, mais dépasseraient la portée de la couverture aérienne. L'approche prudente l'emporte. L'opération Avalanche cible Salerne, tandis que le 8e armée de Montgomery traversera le détroit de Messine et un débarquement de soutien à Tarente sécurisera le talon de l'Italie du Sud. Le 3 septembre, les troupes de Montgomery traversent la Calabre face à une légère opposition. Les troupes allemandes se retirent vers le nord conformément au plan de Kesselring, détruisant systématiquement routes et ponts. Ce jour-là, des représentants italiens signent secrètement les termes de l'armistice avec les Alliés en Sicile. L'accord reste secret, prévu pour être annoncé le 8 septembre pour coïncider avec les débarquements à Salerne. Les préparatifs allemands s'accélèrent de manière spectaculaire. Kesselring reçoit l'autorité de défendre le sud et le centre de l'Italie, tandis que le maréchal de champ Erwin Rommel commande les forces dans le nord. 8 divisions allemandes supplémentaires se précipitent vers le sud depuis la France, l'Allemagne et les Balkans. Les plans sont finalisés pour désarmer les unités italiennes au moment où l'armistice est annoncé. La Wehrmacht se prépare à transformer son allié en ennemi, occupé en quelques heures. Un officier britannique se souvient plus tard « Nous pensions qu'une fois l'Italie capitulée, les Allemands se retireraient vers le nord et nous marcherions vers les Alpes. Nous avons sous-estimé à la fois la détermination de Kesselring et le terrain qui lui était favorable à chaque tournant. » Un commandant de compagnie allemand se souvient « L'Italie offrait tout ce qu'un défenseur pouvait désirer. Des montagnes, des rivières, de la boue et l'hiver. Nous savions que nous ferions payer les Alliés pour chaque kilomètre avec du sang, et le terrain était notre plus grand allié. » Le 9 septembre 1943, l'aube se lève sur le golfe de Salerne. La veille au soir, le général Eisenhower annonce au monde l'armistice italien. Les planificateurs alliés s'attendent à une coopération italienne et à une résistance allemande minimale. Au lieu de cela, les Allemands exécutent l'opération Axe avec une efficacité impitoyable. Les forces de la Wehrmacht neutralisent les unités italiennes à travers la péninsule en quelques heures, s'emparent de Rome après de brefs combats et occupent des positions défensives. À Salerne, la 5e armée américaine, sous le général Mark Clark, débarque en s'attendant à un chemin tranquille, mais trouve plutôt un comité d'accueil mortel. La 5e armée comprend environ 55 000 troupes lors de l'assaut initial. Le 6e corps américain, avec les 36e et 45e divisions d'infanterie débarquant à Paestum, et le 10e corps britannique, avec les 46e et 56e divisions d'infanterie débarquant près de la ville de Salerne. Les Rangers de l'armée des États-Unis et les commandos britanniques sécurisent les flancs. Le tir naval et le soutien aérien fournissent une puissance de feu écrasante. Mais les Allemands tiennent chaque morceau de terrain élevé, surplombant les plages. La 16e division blindée défend Salerne, une formation vétéran qui a combattu en Russie. Kesselring les renforce rapidement avec des éléments de 5 autres divisions, précipitant des troupes de tout le sud de l'Italie vers le secteur menacé. Des observateurs allemands sur les collines environnantes dirigent un feu d'artillerie dévastateur sur les plages avec une précision mortelle. Les troupes américaines de la 36e division, une unité de la garde nationale du Texas dans son premier grand combat, débarquent à Paestum et font immédiatement face à un feu intense qui les cloue sur le sable. Les forces britanniques débarquent près de la ville de Salerne et poussent à l'intérieur des terres face à une résistance de plus en plus ferme. Les Rangers s'emparent de cols montagneux cruciaux à Chiunzi, mais se trouvent isolés sur les hauteurs sous la pression constante des Allemands. Les 24 premières heures apportent une crise.
les contre-attaques allemandes frappent le fossé de 6 miles entre les secteurs américains et britanniques, menaçant de diviser la tête de pont et de pousser vers la mer. Des chars Mark IV et Panther apparaissent sur les crêtes, tirant dans les positions alliées en toute impunité. L'artillerie pilonne les plages où les fournitures s'accumulent en concentration dangereuse. Les destroyers navals naviguent dangereusement près de la côte, leurs canons tirant sur les positions allemandes en soutien direct à l'infanterie désespérée, s'accrochant à des points d'ancrage étroits. D'ici le 13e septembre, la situation atteint une masse critique. L'écart entre les forces américaines et britanniques s'élargit à 6 miles de terrain non défendu. Des colonnes blindées allemandes se précipitent dans cette brèche, avançant à moins de 3 miles de la plage à plusieurs points. Le général Clark envisage sérieusement d'évacuer le secteur américain et de consolider toutes les forces dans la zone britannique, un mouvement qui représenterait un échec catastrophique. Le feu naval augmente à son intensité maximale, les croiseurs dépensant des munitions à des taux qui alarment leurs capitaines. Tous les aéronefs disponibles frappent les positions allemandes. L'artillerie tire à bout portant sur des cibles visibles. Le personnel du quartier général, les cuisiniers, les commis et les ingénieurs prennent des fusils et forment des lignes de défense improvisées. La crise éclate le 14 septembre à la suite d'une combinaison de renforts alliés et de la prudence allemande. La 82e division aéroportée exécute un saut en parachute de nuit dramatique directement sur la tête de pont, apportant des troupes fraîches et des armes anti-chars désespérément nécessaires. Des bataillons d'artillerie supplémentaires débarquent sur les plages. Plus critique encore, la 8e armée de Montgomery, avançant depuis la Calabre, établit enfin le contact avec le flanc sud de la 5e armée près de Valo, forçant Kesselring à s'inquiéter d'un encerclement. Après avoir évalué la situation, Kesselring reconnaît qu'il ne peut pas jeter les Alliés à la mer sans subir des pertes inacceptables pour ses forces limitées. Le 16e septembre, il ordonne un retrait méthodique vers des positions préparées plus au nord. La retraite allemande démontre leur excellence tactique. Ils disputent chaque crête et chaque traversée de rivière avec de petites forces de retardement. Les ingénieurs de combat font exploser chaque pont sur les rivières Scellé et Calore. Des mines sont placées sur chaque route et sentier. Les bâtiments dans les villes sont démolis pour créer des barrières de décombres. Les arrière-gardes établissent des positions sur chaque morceau de terrain élevé, forçant les Alliés à déployer de l'artillerie et à mener des attaques délibérées contre les positions que les Allemands abandonnent uniquement après avoir infligé un maximum de retard. Naples, le Grand Prix logistique, se trouve à 30 miles au nord, mais ces 30 miles prennent 2 semaines de combats constants à parcourir. Les troupes américaines entrent à Naples le 1er octobre devant des scènes de destruction systématique. Les équipes de démolition allemandes ont ruiné le port avec une minutie caractéristique. Plus de 130 navires coulés dans le port, des quais explosés, des grues renversées dans l'eau et chaque installation portuaire systématiquement détruite. Des bombes à retardement placées dans le bureau de poste principal, l'université et d'autres bâtiments tuent des soldats alliés et des civils italiens pendant des jours après la libération. Les conduites d'eau sont brisées, les systèmes électriques sont sabotés. La population de 300 000 personnes fait face à une famine imminente avec les approvisionnements alimentaires coupés. Et malgré la dévastation, Naples offre la base logistique désespérément nécessaire aux Alliés. Les ingénieurs de l'armée travaillent jour et nuit, et en 3 semaines, le port gère 3000 tonnes de fournitures par jour. Au nord de Naples, les forces de Kesselring s'arrêtent à la première de ces positions défensives préparées, la ligne du Volturno, le long de la rivière Volturno. La rivière s'écoule d'ouest en est à travers l'axe d'avancée des Alliés, gonflé par les pluies d'automne et courant rapide et profond. Sa rive nord s'élève vers des hauteurs dominées par des observateurs d'artillerie allemands qui peuvent voir chaque mouvement des Alliés. Kesselring utilise cette ligne pour gagner un temps précieux pour la construction de la bien plus redoutable ligne d'hiver à 30 miles plus au nord. Les Alliés doivent traverser le Volturno avant que les pluies d'automne ne rendent le passage impossible. L'offensive de Volturno débute le 12 octobre avec des attaques sur un front de 20 miles. La rivière fait entre 100 et 200 pieds de large et entre 6 et 8 pieds de profondeur, beaucoup trop profond pour être traversé à gué. L'artillerie allemande a préenregistré tous les points de passage. Les ingénieurs luttent pour construire des ponts sous un feu continu.
l'infanterie traverse dans des barges d'assaut en toile, subissant de lourdes pertes en plein milieu du cours d'eau. La 34e et la 45e divisions américaines traversent près de la côte face à une résistance féroce. Les forces britanniques forcent les passages à l'intérieur des terres à plusieurs points. Les combats sont sauvages et à courte portée, avec les défenseurs allemands contestent chaque mètre. Les Allemands défendent avec acharnement pendant 4 jours avant d'exécuter une autre retraite habile. Chaque ville le long de la route nord devient un champ de bataille miniature. Libéry, Dragoni, Teano, Capoue, toutes doivent être prises dans des combats coûteux de maison à maison. Les parachutistes allemands de la première division de parachutistes, des troupes d'élite transférées du front de l'Est, se montrent particulièrement tenaces. Ils tiennent les villages jusqu'à être presque encerclés, puis se retirent vers la prochaine position préparée. Ce schéma se répète sans fin. À la fin d'octobre, la 5e armée atteint la ligne de Barbara, une position avancée couvrant la principale ligne d'hiver. Le terrain favorise désormais fortement la défense. La plaine côtière se rétrécit à quelques kilomètres entre la mer et les montagnes. Les Apennins s'élèvent abruptement à l'est, leur sommet étant souvent enveloppé de nuages et de pluie. Les températures chutent régulièrement. Les soldats qui ont débarqué sous la chaleur estivale combattent maintenant dans des tempêtes d'automne froide qui transforment les trous de renard en bassins de boue. La ligne de Winter allemande, officiellement désignée sous le nom de ligne Gustave, représente la principale position défensive de Kesselring à travers le sud de l'Italie. La position s'étend sur 130 miles depuis le fleuve Garigliano sur la côte ouest jusqu'au point fort montagneux de Cassino et au fleuve Sangro sur la côte est. Chaque avantage du terrain est impitoyablement exploité. Les rivières constituent des obstacles anti-chars. Les montagnes canalisent les assaillants vers des zones de tuerie couvertes par des champs de tir interconnectés. Des bunkers en béton construits dans les flancs de montagne fournissent une protection contre l'artillerie. Des abris en acier couvrent chaque approche. Des obstacles en fil barbelé et des champs de mines protègent les positions défensives. Les ingénieurs allemands travaillent depuis septembre à préparer ces fortifications. Des villages entiers sont démolis pour créer des champs de tir et des barrières de décombres. Les routes et les champs sont largement minés avec des mines Teller pour les chars et des S-mines pour l'infanterie. Les emplacements d'artillerie sont creusés dans des pentes inversées où ils ne peuvent pas être repérés par les observateurs alliés. Des tranchées de communication relient les positions. Les unités d'infanterie et d'artillerie répètent constamment les tirs de défense. Kesselring concentre 15 divisions pour défendre cette ligne, plus de 150 000 hommes, des vétérans qui ont maîtrisé la guerre défensive en Russie et en Afrique du Nord. Les Alliés font une pause devant cette barrière formidable. La 5e armée sous Clark tient le secteur occidental face à Cassino et à la vallée de la Lyrie, le seul itinéraire viable vers Rome à travers les montagnes. La 8e armée de Montgomery prend le contrôle du secteur oriental le long de la côte adriatique. Les deux armées ont désespérément besoin de repos, de renforts et de ravitaillement. L'avancée rapide depuis Salerne a dépassé la logistique. Les stocks de munitions sont dangereusement bas. Les véhicules ont besoin d'entretien après des semaines de mouvements constants. Les troupes sont physiquement et mentalement épuisées après 8 semaines de combats continus. Le temps hivernal cloue les avions au sol pendant des jours et transforme les routes de ravitaillement en marécages où les camions s'enlisent jusqu'à leurs essieux. Novembre apporte les premières tentatives sérieuses de percer la ligne hivernale. Montgomery lance la 8e armée à travers la rivière Sangro le 20e novembre après que des retards dus à la météo aient repoussé l'attaque à plusieurs reprises. Lorsque les troupes traversent enfin sous la pluie froide, elles font face à des défenseurs allemands dans des positions superbement préparées sur les hauteurs au-delà. L'avancée ne gagne que quelques kilomètres à un coût élevé avant de s'enliser dans la boue, l'épuisement et l'augmentation des pertes. Les Allemands tiennent bon, démontrant la force de leur défense préparée. À l'ouest, la 5e armée sonde les approches de Cassino avec une frustration croissante. Les montagnes ici atteignent plus de 1000 mètres d'altitude. Leurs pentes sont raides, rocailleuses et couvertes de végétation broussailleuse qui offre un camouflage aux défenseurs. La rivière Rapido coule rapidement et froidement à leur base, alimentée par la fonte des neiges de montagne. La ville de Cassino se trouve à l'entrée de la vallée du Liri comme un bouchon dans une bouteille.
Dominant le tout se dresse le Monte Cassino lui-même, couronné par le monastère bénédictin fondé en l'an 529 par saint Benoît. Les Allemands occupent des positions autour, mais pas délibérément à l'intérieur du monastère, par respect pour sa signification culturelle. Cependant, les hauteurs de la montagne offrent une observation sur chaque mouvement allié dans la vallée en dessous. Les premières attaques, en novembre et décembre, n'engendrent rien d'autre que des pertes. La 36e division tente d'avancer le long de la côte vers la rivière Garigliano et ne progresse que par le biais de coûteux assauts répétés. La 34e division attaque à travers les montagnes au nord de Cassino dans des conditions de gel, luttant pendant des semaines pour gagner quelques centaines de mètres de rochers arides. Les troupes coloniales françaises du corps expéditionnaire français sous le général Juin démontrent des compétences supérieures en guerre de montagne, mais ne parviennent pas à réaliser une percée. Chaque attaque suit le même schéma. Avancée initiale, contre-attaque allemande, lourde perte, gain minime. Décembre apporte toute la fureur de l'hiver aux forces alliées en Italie. La neige tombe abondamment sur les montagnes. Les températures descendent en dessous de zéro la nuit. Les trous de tireurs se remplissent d'eau glacée. Les cas de pieds tranchés et de gelures rivalisent avec les pertes de combat dans certaines unités. Les mules de ravitaillement luttent sur les sentiers de montagne, perdant souvent leur équilibre sur des pentes verglacées. Les observateurs d'artillerie scrutent à travers le brouillard et la neige, incapables d'identifier les cibles. L'infanterie se regroupe dans des fermes en pierre et des villages en ruines, brûlant des meubles pour se réchauffer. Le réapprovisionnement devient un cauchemar alors que les routes de montagne se couvrent de glace. La campagne s'immobilise presque dans la boue, le froid et l'épuisement. Un commandant américain écrivit plus tard « Nous avons échangé le désert contre des montagnes, la chaleur contre la pluie glaciale et un mouvement rapide contre des combats du terrain à travers la boue et les rochers. Chaque colline avait des Allemands retranchés sur la pente arrière. Chaque vallée avait une rivière que nous devions traverser sous le feu. Il n'y avait pas de fin en vue, seulement la prochaine montagne et la prochaine position allemande. » Un mitrailleur allemand se souvient « Les Alliés avaient tout, des chars, des avions, de l'artillerie à n'en plus finir. Mais ils devaient venir à nous à travers les montagnes sous la pluie et dans la boue. Nous leur avons fait payer chaque mètre. L'Italie était notre type de guerre et nous étions très bons à cela. » Un fantassin britannique se souvient « Cassino était là-haut sur cette montagne à se moquer de nous. Nous pouvions voir le monastère chaque jour lorsque les nuages se levaient. Nous avons tout essayé et il ne tombait pas. Des hommes sont morts par centaines en attaquant ces pentes et pourtant les Allemands s'accrochaient. 22 janvier 1944, 2 heures après minuit. Les embarcations alliées approchent des plages d'Anzio et de Nettuno, 30 miles au sud de Rome et 70 miles derrière les lignes allemandes. L'opération Shingle, conçue comme une manœuvre audacieuse autour de l'impasse de la ligne d'hiver, met 36 000 soldats américains et britanniques à terre lors de la première vague. Le plan prévoit une offensive rapide à l'intérieur des terres pour couper la route 6, la principale voie d'approvisionnement allemande vers Cassino, forçant Kesselring à abandonner la ligne Gustave ou à faire face à l'encerclement. Le général John Lucas commande le 6e corps, la 3e division d'infanterie américaine, la 1re division d'infanterie britannique, les Rangers, les commandos et les forces blindées de soutien. Le débarquement réussit à surprendre complètement sur le plan tactique. Les défenses côtières allemandes ne consistent qu'en quelques postes d'observation dispersés et quelques batteries d'artillerie côtière. Le soir du premier jour, Lucas a 50 000 hommes et plus de 5 000 véhicules à terre avec des pertes s'élevant seulement à 13 tués et 97 blessés. La route vers Rome est dégagée. Kesselring n'a presque rien entre Anzio et la capitale, seulement des unités d'entraînement éparpillées, des troupes d'arrière-garde et des bataillons d'alarme assemblés à la hâte à partir du personnel de service. Pendant peut-être 36 heures, une frappante offensive pourrait potentiellement atteindre Rome ou, au minimum, s'emparer des collines albanaises qui dominent la tête de pont. Mais Lucas, hanté par les souvenirs de la quasi-catastrophe de Salerne et pleinement conscient de sa position exposée, choisit de se consolider plutôt que d'avancer. Il accumule des provisions, établit des périmètres défensifs, débarque de l'artillerie et attend des renforts avant de pousser à l'intérieur des terres.
Cette prudence, bien que tactiquement sage, au vu des leçons de Salerne, donne à Kesselring le temps qu'il lui faut désespérément pour réagir. Le maréchal démontre son brillant talent sous pression, rassemblant des unités provenant d'Italie, de France, de Yougoslavie et des Balkans. Le quartier général de la 14e armée, sous le général Eberhard von Mackensen, prend le commandement de l'effort de confinement. En 4 jours, Kesselring masse 71 000 soldats autour du périmètre d'Anzio, s'appuyant sur des unités tirées de la ligne Gustave, des réserves du nord de l'Italie et des divisions hâtivement envoyées d'autres théâtres. En une semaine, les forces allemandes surpassent les Alliés sur la tête de pont. Le piégé devient le piège. La première contre-attaque allemande frappe le 3 février contre le saillant britannique au nord de la tête de pont près de Campoleone. 3 divisions assaultent les positions, forçant des retraits sous une pression intense. Une offensive plus importante est lancée le 16e février, visant directement la route de la Via Anziate vers le port, avec l'objectif de diviser la tête de pont et d'atteindre la mer. L'attaque emploie 4 divisions, y compris la division blindée Hermann Göring et le régiment d'infanterie d'élite Lehr, soutenu par une artillerie massée et les quelques bombardiers de la Luftwaffe restants qui peuvent être épargnés pour les opérations italiennes. La crise à Anzio reflète les heures les plus sombres de Salerne. L'infanterie allemande pénètre profondément dans les lignes alliées. Les chars Panzer avancent à moins d'1 mile des dernières positions défensives couvrant le port. Les soldats alliés se battent depuis des tranchées et des trous de tir creusés à la hâte, tenant des positions qui ne peuvent être abandonnées sans perdre l'intégralité de la tête de pont. Les tirs navals des destroyers et des croiseurs au large dispersent les formations allemandes avec un effet dévastateur. L'artillerie tire à un rythme maximum jusqu'à ce que les canons deviennent rouges de chaleur. L'infanterie se bat avec des fusils, des mitrailleuses, des grenades et des baïonnettes à des distances mesurées en yards. La ligne est maintenue par la plus étroite des marges. D'ici le 20e février, les attaques allemandes s'épuisent contre une résistance déterminée et un puissant feu allié. Les pertes des 2 côtés sont sévères. Les Alliés perdent environ 20 000 hommes tués, blessés et portés manquants lors des batailles de février. Les pertes allemandes approchent 15 000. Le front se stabilise dans un siège qui va durer 4 mois, transformant Anzio d'une frappe audacieuse en un broyeur de viande statique. Le pied-à-terre mesure seulement 7 miles de profondeur et 15 miles de large, chaque pied carré visible depuis les postes d'observation allemands sur les collines albanaises. Des obus d'artillerie tombent au hasard sur des hôpitaux clairement marqués de croix rouges, des dépôts de ravitaillement, des quartiers généraux et des concentrations de troupes. Le port est quotidiennement ciblé par le feu, les obus tuant les dockers, déchargeant des bateaux et mettant le feu aux dépôts de munitions. Les troupes vivent dans des abris creusés dans le sol sableux ou dans des grottes lorsqu'elles peuvent en trouver. Les pertes dues à des tirs d'obus aléatoires dépassent celles du combat d'infanterie. Les soldats surnomment divers secteurs le demi-acre de l'enfer, la route sans issue et le boulevard du cœur violet. Les navires de ravitaillement entrant dans le port d'Anzio bravent les attaques aériennes allemandes et le feu de l'artillerie côtière, plusieurs étant coulés ou endommagés. Alors qu'Anzio saigne dans une impasse, l'attention retourne à Cassino. Les commandants alliés reconnaissent qu'ils doivent percer la ligne Gustave pour soulager la pression sur la tête de pont et reprendre l'avancée vers Rome. Le monastère de Monte Cassino devient une obsession. Les rapports de renseignement, plus tard prouvés inexacts, suggèrent que les Allemands occupent le bâtiment et l'utilisent comme poste d'observation et centre de commandement. En réalité, Kesselring a interdit l'utilisation militaire du monastère, respectant son importance culturelle et religieuse. Les positions allemandes entourent le monastère mais ne l'incluent pas. Néanmoins, la décision est prise de détruire le bâtiment. Le 15 février 1944, 239 bombardiers alliés de la 12e force aérienne américaine et de la force aérienne britannique du désert larguent 576 tonnes d'explosifs et de bombes incendiaires sur le monastère de Monte Cassino en vague durant 3 heures et demie. Le bâtiment, avec des murs allant jusqu'à 15 pieds d'épaisseur, se désintègre dans les flammes et les explosions. Des manuscrits médiévaux inestimables brûlent. La bibliothèque du monastère contenant des textes anciens est détruite.
Des fresques peintes par des maîtres de la Renaissance sont oblitérées. Des centaines de civils italiens qui cherchaient refuge à l'intérieur du monastère périssent dans le bombardement, enterrés sous des murs effondrés ou brûlés vifs. L'ironie est amère. Les Allemands n'étaient pas à l'intérieur du monastère lorsqu'ils tombent. Ce n'est qu'après que les Alliés le réduisent en décombres que des parachutistes allemands entrent dans les ruines, qui proposent maintenant de bien meilleures positions défensives que le bâtiment intact n'en a jamais offert. Le bombardement n'atteint rien militairement, tout en offrant à l'Allemagne une victoire en matière de propagande qui résonne dans le monde entier. Le pape Pie XII dénonce la destruction. Des nations neutres critiquent l'attaque contre l'un des lieux les plus sacrés du christianisme. Les décombres de Cassino deviennent une forteresse encore plus redoutable qu'auparavant. La 4e division indienne attaque immédiatement après le bombardement, s'attendant à une résistance minimale. L'infanterie néo-zélandaise avance à travers la ville de Cassino, tandis que les soldats indiens grimpent les pentes de la montagne vers les ruines du monastère. Les combats s'avèrent sauvages au-delà des attentes. Les parachutistes allemands de la 1re division aéroportée se défendent depuis des caves, des tas de décombres et des positions de cratères. Les troupes Gourkha du 1er bataillon des 9e fusiliers Gourkha atteignent 200 mètres du monastère après 3 jours de combats désespérés, mais ne peuvent avancer plus loin contre le feu concentré des Allemands. Après avoir subi plus de 50% de pertes, l'attaque est bloquée. Mars apporte une seconde attaque massive, précédée d'une destruction encore plus grande. Le 15 mars, les Alliés orchestrent le bombardement le plus concentré de la guerre jusqu'à présent. 1200 aéronefs larguent 1400 tonnes de bombes sur la ville de Cassino en 3 heures. Immédiatement après, 750 pièces d'artillerie tirent 94 000 obus sur une zone de moins d'1 000 carrés. La ville cesse littéralement d'exister en tant que structure reconnaissable, transformée en un paysage lunaire de cratères, de tas de décombres et de poussière. La 2e division de Nouvelle-Zélande et la 4e division indienne attaquent cette dévastation en s'attendant à trouver peu de survivants. Au lieu de cela, des parachutistes allemands émergent de profonds sous-sols et de caves renforcées, établissant des positions de tir dans les décombres et combattant avec une détermination suicidaire. Le bombardement a créé de meilleures positions défensives en offrant d'innombrables cachettes et obstacles. Les chars ne peuvent pas manœuvrer à travers les décombres. L'infanterie doit dégager chaque tas de pierres. Castle Hill, un éperon rocheux sous le monastère, devient le centre de combat désespéré. Le 1er bataillon des 6e fusiliers Rajputana prend la position après des combats au corps à corps brutaux avec des grenades, des baïonnettes et des couteaux. Les parachutistes allemands contre-attaquent à plusieurs reprises, reprenant des parties de la colline. Les combats se poursuivent jour et nuit pendant 2 semaines dans certains des combats rapprochés les plus intenses de la guerre. Des corps gisent non enterrés dans les décombres. La puanteur de la mort imprègne tout. Au 23 mars, les 2 côtés sont épuisés. L'offensive échoue avec des pertes alliées dépassant 4000 tués et blessés. Les pertes allemandes sont presque aussi sévères, mais crucialement, ils tiennent toujours Cassino. À Anzio, le siège se poursuit à travers mars et avril sans répit. L'artillerie allemande maintient une pression constante. Le colossal canon ferroviaire surnommé Anzio Annie par les troupes américaines tire des obus pesant plus de 600 livres depuis des positions situées à 20 miles, les obus émettant un bruit perçant distinctif en passant au-dessus. Des pièces d'artillerie plus petites enregistrent chaque croisement, point de ravitaillement et route d'approche. Les troupes alliées passent des mois à vivre dans des trous d'obus, incapables de se déplacer pendant la journée, fouillant des fournitures et des munitions la nuit sous le couvert de l'obscurité. D'ici avril, les commandants alliés acceptent que seule une force écrasante peut briser l'impasse. Le général Alexander planifie l'opération Diadème, une attaque simultanée le long de la ligne Gustave, combinée avec une évasion d'Anzio. Il assemble 25 divisions totalisant plus de 600 000 hommes, la plus grande concentration de forces alliées dans le théâtre méditerranéen. Des troupes polonaises, canadiennes, indiennes, françaises, britanniques et américaines participeront toutes à une offensive coordonnée prévue pour mai. Un officier polonais écrit plus tard « Nous savions que la montagne était imprégnée de sang. Les Britanniques, les Indiens,
les Néo-Zélandais, les Américains, tous avaient essayé et échoué. Maintenant, c'était notre tour. Nous prendrions ce monastère maudit ou nous mourrions en essayant. Pour la Pologne, pour notre honneur, nous ferions ce que les autres n'avaient pas pu faire. Un parachutiste allemand se souvient, « Nous avons tenu Cassino pendant 5 mois contre tout ce qu'ils nous lançaient, des bombes, des obus, des chars, de l'infanterie d'une douzaine de nations. Nous savions qu'ils reviendraient avec encore plus, mais nous leur ferions payer. Chaque pierre de ce monastère a été achetée avec du sang. » Un soldat américain à Anzio se souvient, « Nous avons cessé de penser à Rome ou à la victoire. Nous ne pensions qu'à survivre jusqu'à demain. Chaque matin, vous vous réveilliez en vous demandant si c'était le jour où un obus trouverait votre trou d'obus. Chaque nuit, vous priez pour que les Allemands ne lancent pas de contre-attaque dans l'obscurité. C'était comme être en prison, sous une sentence de mort. Le 11 mai 1944, 11 heures du soir. 1600 canons alliés éclatent simultanément le long d'un front de 25 000 depuis la mer Tyrrhénienne jusqu'aux montagnes à l'est de Cassino. Le bombardement fait trembler la terre. Les obus hurlent au-dessus de nos têtes dans un tonnerre continu. Les positions allemandes disparaissent dans des murs d'explosions et de feu. L'opération Diadème, la plus grande offensive jamais lancée en Italie, commence avec une violence écrasante. Pendant 40 minutes, le bombardement se poursuit, pulvérisant des bunkers, oblitérant des tranchées, coupant des fils barbelés et annonçant à chaque soldat allemand que l'assaut décisif est arrivé. À 11h40, l'artillerie se déplace vers des cibles plus profondes. L'infanterie avance à travers la ligne Gustave sur plusieurs axes. Dans la vallée du Liri, le 8e corps britannique attaque à travers la rivière Rapido. Les ingénieurs avancent des ponts à travers la fumée et l'obscurité, tandis que l'infanterie traverse en bateau de débarquement. L'artillerie allemande répond immédiatement, tirant sur les sites de passage. Les mitrailleuses balayent la rive lointaine, mais les Britanniques continuent d'avancer, vague après vague, établissant des têtes de pont sur la rive nord. Au sud de la vallée du Liri, le corps expéditionnaire français attaque à travers les montagnes Oroncy. Le général Alphonse Juin commande 4 divisions de troupes coloniales, marocains, algériens, tunisiens, français. Ces soldats, beaucoup venus des montagnes d'Afrique du Nord, excellent dans un terrain qui défie les forces conventionnelles. Ils avancent à travers des sommets supposément infranchissables, portant des mortiers et des mitrailleuses sur des mules et sur leur dos. Les positions allemandes conçues pour couvrir les routes et les vallées se retrouvent contournées par le haut. La percée française dans les montagnes s'avère décisive. En l'espace de 2 jours, les troupes coloniales de Juin pénètrent profondément dans l'arrière allemand. Ils s'emparent du Monte Faito et du Monte Girofano, des hauteurs qui dominent tout le système défensif allemand. Les goumiers marocains, des irréguliers tribaux renommés pour leurs compétences en guerre de montagne, s'infiltrent derrière les lignes allemandes, attaquant les dépôts de ravitaillement et les quartiers généraux. L'ancre sud de la ligne Gustave commence à s'effondrer. Le long de la côte, le 2e corps américain attaque vers Formia et Gaète. Les 85e et 88e divisions d'infanterie, toutes deux engagées au combat pour la première fois, avancent contre une résistance déterminée. Les défenseurs allemands cèdent lentement du terrain, se battant depuis des positions préparées avant de se retirer vers la ligne suivante. Les Américains avancent de manière constante, mais à un coup, apprenant des leçons amères lors de leur première grande bataille. Au nord de Cassino, le 2e corps polonais se prépare à son assaut sur le monastère. Le général Władysław Anders commande 2 divisions de soldats polonais, des hommes qui ont parcouru un incroyable chemin. Emprisonnés par les Soviétiques en 1939, libérés pour combattre les Allemands après l'invasion de la Russie par Hitler, évacués à travers la Perse vers la Palestine et maintenant en train d'attaquer en Italie. Ils se battent non seulement pour la victoire des Alliés, mais aussi pour la Pologne elle-même, asservie par l'Allemagne et l'Union soviétique. Le monastère devient leur objectif symbolique. L'attaque polonaise commence le 12 mai. La 3e division des Carpates et la 5e division Kresowa attaquent les pentes nord du Monte Cassino, les approches les plus raides et l'axe le moins attendu. Les parachutistes allemands défendent chaque crête et ravin. Les combats se déroulent parfois au corps à corps, avec des grenades, des baïonnettes et des outils de tranchée. Les pertes polonaises montent horrifiquement.
Un bataillon subit des pertes de 75% dès le premier jour, mais les Polonais continuent de grimper, refusant de s'arrêter, poussés par une détermination qui transcende le calcul militaire. Dans la vallée du Liri, les forces britanniques et canadiennes étendent leur tête de pont. La première division canadienne traverse le rapido et avance vers la route nationale 6, la route d'approvisionnement allemande vitale vers Cassino. Le 13e corps britannique renforce la traversée. Les contre-attaques allemandes tentent de les repousser, mais échouent face à un soutien d'artillerie écrasant. Lentement, inexorablement, les Alliés élargissent leur pénétration. Kesselring reconnaît que la percée française menace toute sa position. Les troupes coloniales avançant à travers les montagnes atteindront bientôt l'autoroute 6 derrière ces lignes. Si cette route est coupée, toutes les forces allemandes à Cassino font face à un encerclement. Le 17 mai, Kesselring ordonne le retrait de la ligne Gustave. Après 5 mois de défense réussie, la position devient intenable. Les unités allemandes commencent à se retirer vers la prochaine ligne préparée, la ligne Adolf Hitler, à 12 miles au nord-ouest. L'évacuation de Cassino commence dans la nuit du 17 mai. Des parachutistes allemands se retirent des positions qu'ils occupent depuis le mois de janvier. Ils minent les bâtiments, piègent les routes et font sauter des ponts en se retirant. Les ruines du monastère et de la ville restent étrangement silencieuses alors que les Allemands s'éclipsent sous le couvert de l'obscurité. À l'aube du 18 mai, des patrouilles polonaises s'approchent prudemment des ruines du monastère. Elles le trouvent abandonné. À 9h45 du matin, des soldats du 12e régiment de lanciers de Podoli atteignent le sommet de Monte Cassino et lèvent le drapeau polonais sur les décombres. Un clairon sonne le Hejnal de Cracovie, un appel militaire traditionnel polonais. Le monastère, qui a coûté des milliers de vies alliées lors de répétées attaques infructueuses, tombe enfin non pas par une attaque directe, mais par une manœuvre qui menaçait les arrières allemands. La victoire polonaise a un coût énorme. Le 2e corps subit près de 4000 pertes au cours de la bataille qui dure une semaine. Les corps des soldats polonais sont éparpillés sur les pentes nord de la montagne, mais le drapeau flotte au-dessus de Cassino, symbole de courage et de sacrifice polonais qui résonne bien au-delà des montagnes italiennes. Avec la ligne Gustave brisée, les forces alliées poursuivent les Allemands en retraite. Les chars et l'infanterie canadiens avancent sur la route nationale 6 à travers la vallée de l'Irie. Les unités britanniques progressent sur des itinéraires parallèles. Les Français poursuivent leur offensive en montagne, capturant le mont Révol et menaçant de contourner chaque position allemande. Les forces américaines le long de la côte accélèrent leur avancée vers Gaeta. La ligne Adolf Hitler, renommée la ligne Senger par les Alliés pour éviter de donner de la publicité au nom de Hitler, représente la prochaine barrière défensive de Kesselring. Les ingénieurs allemands ont passé des mois à fortifier cette position avec des bunkers en béton, des fossés anti-chars, des champs de mines et des champs de tir intégrés. Mais Kesselring manque de temps pour compléter les défenses avant l'arrivée des Alliés. La première division canadienne attaque la ligne Adolf Hitler le 23e mai. Des équipes de chars et d'infanterie soutenues par une artillerie massive attaquent les positions allemandes. Les combats sont intenses mais brefs. En 24 heures, les troupes canadiennes rompent la ligne. Une fois pénétrées, la position s'effondre. Les unités allemandes se retirent à nouveau, cette fois dans un désordre croissant. La retraite méthodique commence à s'effilocher. À Anzio, la garnison se prépare à percer. Le général Lucien Truscott, qui a remplacé l'excessivement prudent Lucas en février, commande 6 divisions prêtes à attaquer. À 5h45 du matin du 23e mai, l'artillerie alliée ouvre le feu depuis la tête de pont. 30 minutes plus tard, l'infanterie et les chars avancent contre les positions allemandes tenues depuis 4 mois. L'offensive de rupture, l'opération Buffalo, vise vers le nord-est pour couper la route nationale 6 à Valmonton, piégeant les forces allemandes en retraite de Cassino. Les forces d'Anzio percutent les défenses allemandes affaiblies par le transfert d'unités pour s'opposer à l'offensive principale dans le sud. La 3e division d'infanterie avance 6 milles en 2 jours. Les chars de la 1re division blindée avancent à travers les brèches des lignes allemandes. D'ici le 25 mai, les forces de Truscott sont prêtes à saisir Valmonton et à compléter l'encerclement des unités de la 10e armée allemande en retraite dans la vallée du Liri. Alors, la politique prime sur la stratégie.
le général Mark Clark, à la tête de la 5e armée, change l'axe d'avance de Truscott. Au lieu de couper la route 6 à Valmonton pour piéger les Allemands, Clark ordonne que l'effort principal soit redirigé vers le nord-ouest en direction de Rome. Clark désire la gloire de libérer la capitale italienne et craint que la 8e armée britannique n'y parvienne en premier. L'opportunité stratégique de détruire les forces allemandes est sacrifiée pour le prestige. La décision permet à la plupart des unités de la 10e armée de Kesselring d'échapper au piège. Les unités allemandes se dirigent vers le nord à travers Valmonton avant l'arrivée des forces américaines. L'encerclement échoue, des milliers de soldats allemands qui auraient tôt pu être capturés se battent encore pendant une autre année. Mais Clark obtient son prix. Les troupes américaines entrent à Rome le 4e juin 1944. La 24e brigade de garde atteint la Piazza Venezia, au cœur de la ville. Les Romains déferlent dans les rues pour célébrer. Les cloches des églises sonnent. Les foules assaillent les soldats américains, offrant du vin, des fleurs et des baisers. La première capitale de l'Axe tombe entre les mains des Alliés. Des photographes et des caméras de cinéma capturent le triomphe. La célébration dure une journée. Le 6 juin, les forces alliées débarquent en Normandie. L'invasion de la France domine instantanément les gros titres du monde. La libération de Rome, l'objectif qui a coûté 8 mois de combats brutaux et 100 000 victimes, devient une note de bas de page. La campagne italienne, toujours un théâtre secondaire, s'éloigne encore plus de l'importance stratégique. Au nord de Rome, les forces allemandes établissent de nouvelles lignes de défense. L'avancée se poursuit tout au long de l'été jusqu'à la ligne gothique dans les Apennins du Nord. La guerre en Italie durera encore 11 mois. Cassino, Anzio et Rome ne représentent pas la fin, mais simplement une phase d'une campagne épuisante qui durera finalement 20 mois et dévastera la péninsule italienne. Un commandant de chars canadien écrit plus tard « Nous avons percé la ligne Hitler et nous avons eu l'impression d'avoir gagné la guerre. Puis nous avons regardé devant nous et avons vu plus de montagnes, plus de rivières, plus de positions allemandes. L'Italie ne se terminait jamais. Chaque victoire menait juste à la prochaine bataille. » Un officier allemand se souvient « Kesselring a accompli des miracles. En infériorité, numérique, désarmé, menacé devant et derrière, il nous a tenus ensemble et nous a fait sortir. Nous avons perdu la bataille, mais sauvé l'armée. En Italie, cela comptait comme une victoire. » Un soldat américain se souvient de son entrée à Rome. « Pendant un jour, nous étions des héros. Le lendemain, tout le monde se souciait de Normandie et nous étions oubliés. Nous avons continué à nous battre pendant 11 mois de plus en Italie et le monde a à peine remarqué. Mais nous avons remarqué. Chaque montagne, chaque rivière, chaque position allemande, nous avons remarqué. Le coût de la campagne italienne de Sicile à Rome dépasse l'entendement. Dans les 11 mois de juillet 1943 à juin 1944, les Alliés subissent 188 000 pertes. Les forces américaines perdent 68 000 hommes tués, blessés ou portés disparus. Les forces britanniques et du Commonwealth subissent 89 000 pertes. Le corps expéditionnaire français perd 14 000. Le corps polonais perd 11 000. Les forces brésiliennes, arrivant tard dans la campagne, ajoutent leur sang au bilan. Des soldats indiens, canadiens, néo-zélandais et sud-africains paient tous de leur vie. Le coût humain se décompose en catégories marquées. 29 000 soldats alliés gisent morts sur le sol italien. Un autre 105 000 portent des blessures, dont beaucoup sont criplantes et permanentes. 54 000 souffrent de maladies, d'épuisement, de fatigue de combat et d'exposition. La gale des tranchées à elle seule représente des milliers de victimes durant les campagnes d'hiver. Les engelures, la pneumonie et la dysenterie mettent hors de combat des bataillons entiers. Le coût psychologique reste incalculé. Combien d'hommes craquent sous des mois de bombardements constants, d'attaques sans fin et de la vue de leurs amis mourir? Les pertes allemandes égalent ou dépassent les pertes alliées malgré une lutte défensive. Les forces allemandes en Italie subissent environ 195 000 pertes de la Sicile à Rome. 35 000 soldats allemands sont tués au combat. 82 000 subissent des blessures. 78 000 sont capturés ou portés disparus, beaucoup étant faits prisonniers
lorsque des unités entières se rendent après avoir été coupées. La première division parachutiste d'élite, qui a défendu Cassino avec une telle détermination, est réduite à une ombre de sa force d'antan d'ici mai 1944. Les unités individuelles subissent des pertes catastrophiques. La 36e division d'infanterie américaine, qui a débarqué à Salerne et a combattu jusqu'à Cassino, perd 14 000 hommes, soit le double de sa force initiale. La division est reconstruite avec des remplacements à 3 reprises pendant la campagne. La 46e division britannique subit une attrition similaire. Les bataillons canadiens arrivent en Italie en pleine force et sont décimés en quelques mois. Certaines compagnies font tourner l'ensemble de leur effectif de soldats 2 ou 3 fois à mesure que les pertes s'accumulent. Les soldats polonais qui prennent Monte Cassino enterrent leurs morts sur le flanc de la montagne en dessous du monastère. 3 979 pertes polonaises tombent lors de l'offensive de mai. Le cimetière établi là-bas devient un site de pèlerinage. Chaque croix blanche représente un soldat qui ne reverra jamais une Pologne libre, des hommes qui ont échappé à la captivité soviétique seulement pour mourir en libérant l'Italie. Leur sacrifice porte une poignante signification. Se battre pour une patrie qui restera sous un contrôle totalitaire pendant 45 autres années. Les pertes civiles italiennes surpassent les pertes militaires. Les estimations suggèrent 60 000 civils italiens meurent dans la campagne de Sicile à Rome. Des milliers périssent dans les attaques aériennes alliées sur les villes et les réseaux de transport. Des milliers d'autres meurent dans les représailles et les massacres allemands. Des barrages d'artillerie oblitèrent des villages. Les combats de rue tuent des civils piégés dans des zones de combat. La famine et la maladie revendiquent des milliers supplémentaires. Le monastère de Cassino, détruit pour éliminer une menace militaire perçue, tue des centaines de réfugiés s'abritant à l'intérieur. La destruction physique transforme des régions entières. La ville de Cassino cesse d'exister. Chaque bâtiment est réduit en décombres. Le monastère lui-même, âgé de presque 1500 ans, est en ruine. San Pietro Infine, scène des attaques désespérées américaines, en décembre 1943, est complètement détruit. Ortona, sur la côte adriatique, est dévastée lors de violents combats de rue entre les forces canadiennes et allemandes. Naples subit une démolition allemande avant la libération et des bombardements alliés avant cela. D'innombrables petites villes et villages sont réduits en ruines. Rome seule émerge relativement intacte. Kesselring la déclare ville ouverte pour épargner sa destruction. Les bombardiers alliés attaquent les gares ferroviaires et les cibles industrielles, mais évitent le centre historique. Le retrait allemand se déroule pacifiquement. Les Romains célèbrent la libération dans des rues largement épargnées par la guerre. Mais ceci est l'exception. La plupart du sud et du centre de l'Italie portent de terribles cicatrices. La destruction des infrastructures paralyse l'économie italienne. Les routes sont minées et détruites. Les ponts au-dessus de chaque rivière sont démolis. Les voies ferrées sont coupées en des centaines d'endroits. Les ports sont bloqués par des navires coulés. Les usines sont détruites par les bombardements ou la démolition allemande. La production agricole s'effondre alors que les champs deviennent des champs de bataille. L'Italie fait face à une catastrophe économique nécessitant des années de reconstruction. Les réfugiés inondent les routes dans toutes les directions. Des centaines de milliers d'Italiens fuient les zones de combat, portant ce qu'ils peuvent sauver. Ils marchent vers le nord, le sud, partout, loin des combats. Le gouvernement militaire allié peine à nourrir et loger cette population déplacée. Des camps de réfugiés surgissent derrière les lignes alliées. Les maladies se propagent dans des conditions d'entassement et d'insalubrité. Les enfants sont séparés de leurs parents. Les personnes âgées et les infirmes meurent sur le bord de la route. Le traumatisme psychologique s'étend sur plusieurs générations. Les enfants italiens qui sont témoins de la destruction de leur maison et des décès de membres de leur famille portent des cicatrices à l'âge adulte. Les soldats alliés rentrent chez eux avec ce que les médecins appellent la fatigue de combat ou le choc des obus, des conditions reconnues plus tard comme le trouble de stress post-traumatique. Beaucoup ne peuvent pas parler de ce qu'ils ont vécu. D'autres le revivent dans des cauchemars pendant des décennies. Les hommes qui ont combattu à Cassino, Anzio et le long de la ligne hivernale portent des blessures invisibles aux côtés de leurs blessures physiques. Les prisonniers de guerre font face à des destinées incertaines.
78 000 prisonniers allemands sont capturés lors de la campagne pour Rome. Les forces alliées les marchent vers des camps de prisonniers de guerre en Afrique du Nord, en Égypte et plus tard aux États-Unis. Les conditions varient. Certains camps fournissent une nourriture et un abri adéquats. D'autres souffrent de surpopulation et de pénurie de fournitures. Les prisonniers font face à des années de captivité, beaucoup ne retournant pas en Allemagne avant 1947 ou 1948. Les prisonniers italiens représentent une catégorie différente. Après la capitulation de l'Italie en septembre 1943, des centaines de milliers de soldats italiens se désarment volontairement. Les Allemands capturent et transportent beaucoup d'entre eux vers des camps de travail forcés en Allemagne. D'autres s'échappent pour rejoindre des bandes de partisans dans les montagnes. D'autres encore rentrent simplement chez eux, abandonnant leurs uniformes et disparaissant dans la population civile. L'armée italienne se désagrège, ses soldats étant dispersés à travers l'Europe ou morts. Les conséquences immédiates révèlent le véritable coût au-delà des statistiques. Les hôpitaux de campagne débordent de blessés. Les chirurgiens opèrent dans des tentes imbibées de sang pendant des jours sans repos. Les médecins manquent de morphine, de bandages, de plasma. Les blessés gisent sur des civières en attendant un traitement, hurlant ou silencieux selon la gravité de leurs blessures. Certains attendent des heures ou des jours. Certains meurent en attendant. Les unités d'enregistrement des morts font face à la tâche sinistre d'enterrer les morts. Des cimetières temporaires apparaissent près de chaque champ de bataille. Les corps sont récupérés dans les trous d'obus, les décombres et les ravines. Les plaques d'identification sont retirées pour identification. Les morts sont enveloppés dans des couvertures ou déposés dans des cercueils en bois lorsque disponibles. Les aumôniers mènent des services d'inhumation rapide. Des croix ou des étoiles de David marquent les tombes. Plus tard, certains corps sont rapatriés. Beaucoup restent dans les cimetières militaires d'Italie pour toujours. Les recherches des personnes disparues commencent immédiatement et se poursuivent pendant des années. Les familles reçoivent des télégrammes, disparus au combat. Certains soldats sont déchiquetés par l'artillerie, ne laissant rien à identifier. D'autres sont enterrés sous des bâtiments effondrés ou perdus dans des rivières. D'autres encore sont capturés et meurent dans des camps de prisonniers de guerre sans notification. Des milliers de familles n'apprennent jamais le sort de leur être cher. L'incertitude s'avère aussi douloureuse que la mort confirmée. Les décombres cachent d'autres horreurs. Des bombes non explosées, des obus et des mines jonchent le paysage. Les civils retournant dans des villages détruits sont tués par des munitions qu'ils prennent pour des métaux à récupérer. Les ingénieurs mettent des mois à déminer les champs de mines. Certaines zones restent dangereuses pendant des années. Les enfants sont avertis de ne jamais toucher à quoi que ce soit de métallique ou d'inhabituel. Malgré les précautions, des accidents font des centaines de victimes supplémentaires après la fin des combats. Un médecin américain témoigne plus tard « J'ai vu des blessures que je ne pouvais pas croire qu'un être humain puisse survivre, et j'ai vu des hommes les survivre. J'ai également vu des blessures mineures qui ont tué par infection ou choc. J'ai vu des hommes mourir en appelant leur mère. J'ai vu des membres du corps que je ne pouvais pas identifier. Au bout d'un certain temps, on cesse de ressentir et on travaille simplement. Le sentiment est venu plus tard, des années plus tard, au milieu de la nuit. Un travailleur de la Croix-Rouge écrit « Les réfugiés n'avaient rien, absolument rien. Ils avaient marché pendant des jours, dormant dans des fossés, demandant de la nourriture. Les enfants avaient des ventres distendus à cause de la malnutrition. Les personnes âgées s'allongeaient simplement et mouraient. Nous avons essayé d'aider, mais nous n'avions jamais assez de quoi que ce soit. Nourriture, couverture, médicaments, abri. Le besoin était infini et nos ressources ne l'étaient pas. » La campagne italienne de Sicile à Rome représente l'une des opérations les plus controversées de la Seconde Guerre mondiale. Sa valeur stratégique demeure débattue par les historiens 8 décennies plus tard. La campagne atteint ses objectifs immédiats. L'Italie quitte l'alliance de l'Axe, les forces alliées sécurisent des aérodromes pour bombarder l'Allemagne et 26 divisions allemandes sont immobilisées loin de la France et de la Russie. Mais le coût en sang et en temps dépasse toutes les prévisions. L'impact de la campagne sur la guerre au sens large s'avère significatif. 26 divisions allemandes défendent l'Italie en juin 1944, des divisions désespérément nécessaires sur le front
et où l'offensive d'été soviétique détruira le groupe d'armées centre, ou en France, où elle pourrait s'opposer à l'invasion de Normandie. La Luftwaffe engage des forces de chasse substantielles pour défendre les cieux italiens, des chasseurs indisponibles pour s'opposer aux bombardements stratégiques alliés sur l'Allemagne. L'industrie italienne, les réseaux de transport et les ressources agricoles sont refusés au Troisième Reich. Ces gains stratégiques justifient la campagne dans la planification alliée. Pourtant, la campagne absorbe également des ressources alliées potentiellement plus précieuses ailleurs. Des moyens de débarquement désespérément nécessaires pour la Normandie servent aux opérations italiennes pendant des mois. 7 divisions alliées restent bloquées dans le combat italien lorsque l'opération Overlord est lancée. Certaines des meilleures unités américaines et britanniques passent une année à combattre dans les montagnes italiennes plutôt qu'à se préparer pour la France. Les critiques soutiennent que ces forces déployées en France pourraient écourter la guerre plus efficacement que de broyer à travers les lignes défensives de l'Italie. Les conséquences immédiates redéfinissent l'Italie de manière permanente. La monarchie survit à la guerre, mais perd sa légitimité par association avec Mussolini, menant à son abolition par référendum en 1946. L'armistice déclenche l'occupation allemande et une brutale guerre civile entre les partisans et les collaborateurs fascistes de la République sociale italienne, marionnette de Mussolini dans le Nord. Ce conflit interne coûte la vie à des milliers d'Italiens et empoisonne la politique italienne pendant des générations. L'Italie d'après-guerre émerge divisée entre les partis communistes et chrétiens-démocrates, les divisions étant en partie enracinées dans les expériences de guerre. La campagne démontre les limites de la puissance militaire alliée malgré une supériorité matérielle écrasante. Les avantages en matière d'avions, d'artillerie et de production industrielle ne peuvent pas surmonter des défenseurs déterminés sur un terrain idéal. Les échecs, répétés à Cassino humble, les commandants alliés qui supposent que la seule puissance de feu peut briser n'importe quelle défense. L'excellence tactique allemande, en guerre défensive, s'avère égale ou supérieure aux capacités alliées tout au long de la campagne. Cette dure leçon influence la planification des opérations ultérieures en Europe du Nord-Ouest, où les commandants font preuve de plus de prudence et d'attentes plus réalistes. Les montagnes italiennes forgent des innovations militaires adoptées dans des campagnes ultérieures. La coordination des armes combinées atteint une nouvelle sophistication. Le soutien d'artillerie devient scientifique en précision et en timing. La coopération air-terre s'améliore considérablement. Les techniques de guerre en montagne sont affinées par l'expérience amère. La coordination des chars et de l'infanterie évolue par nécessité. Ces leçons sauvent des vies en France, en Allemagne, et influencent même les campagnes dans les îles du Pacifique. Le coût humain laisse des cicatrices permanentes sur le paysage italien. Le Cassino reconstruit ne retrouve jamais son caractère médiéval, la nouvelle ville étant un remplacement moderne pour quelque chose de irrémédiablement perdu. Le monastère est reconstruit pierre par pierre pendant 10 ans, achevé en 1956, mais il demeure un monument à la destructivité de la guerre autant qu'à la dévotion religieuse. Des cimetières militaires parsèment l'Italie, cimetière de la Commonwealth War Graves Commission, cimetières militaires américains, cimetières militaires allemands, cimetières polonais. Chacun contient des milliers de tombes marquant de jeunes hommes qui ne sont jamais rentrés chez eux. La campagne crée des controverses durables, étudiées dans les écoles militaires du monde entier. La destruction du monastère de Monte Cassino reste très contestée. Nécessité militaire ou crime culturel? Les historiens en débattent encore. L'atterrissage à Anzio est analysé comme une étude de cas sur la façon dont le succès tactique devient un statu quo stratégique par une commande trop prudente. La décision de Clark de rediriger les forces de Valmontone vers Rome est critiquée comme sacrifiant une opportunité stratégique pour un prestige politique. Ces débats se poursuivent dans les académies militaires et les collèges d'état-major. La mémoire de la campagne varie énormément selon la nation. Pour les Américains, l'Italie est éclipsée par la Normandie, la guerre du Pacifique et l'avancée à travers la France et l'Allemagne. Les vétérans italiens estiment que leurs sacrifices sont oubliés, leurs batailles reléguées à des notes de bas de page. Pour les forces britanniques et du Commonwealth, l'Italie représente la continuité de la stratégie méditerranéenne commencée en Afrique du Nord
et la validation de l'approche périphérique de Churchill. Pour les Polonais, Monte Cassino devient un sol sacré, un symbole de sacrifice national et de prouesse militaire honorée dans la mémoire polonaise, même lorsque d'autres nations oublient. Pour les Allemands, l'Italie démontre l'excellence défensive de leurs soldats face à des chances écrasantes. Pour les Italiens, la campagne signifie dévastation, guerre civile et souvenirs douloureux. Les batailles de la ligne gothique, se poursuivant depuis l'été 1944 jusqu'à la capitulation allemande en mai 1945, causent encore une fois 196 000 pertes alliées. La campagne, débutant en Sicile en juillet 1943, s'achève dans le nord de l'Italie 23 mois plus tard, devenant la campagne continue la plus longue menée par les Alliés occidentaux durant la Seconde Guerre mondiale. Les pertes totales alliées dépassent un demi-million. Les pertes allemandes approchent 600 000. Les décès civils italiens dépassent 100 000. Les leçons résonnent à travers l'histoire militaire ultérieure. La géographie peut neutraliser la supériorité technologique. Des défenseurs déterminés avec des effectifs inférieurs peuvent infliger d'énormes coups aux attaquants. La guerre coalition nécessite une coordination soigneuse et des objectifs stratégiques clairs. Des considérations politiques remplacent parfois la logique militaire. Ces leçons informent la pensée militaire de la Corée au Vietnam en passant par l'Afghanistan. Aujourd'hui, les champs de bataille demeurent comme des monuments et des avertissements. Les visiteurs marchent sur les ruines de la ville de Cassino et grimpent au monastère reconstruit. Ils explorent la tête de plage d'Anzio où des trous d'obus marquent encore le paysage. Ils se tiennent dans la vallée du Liri où des milliers ont péri. Les cimetières maintiennent leur garde silencieuse, des rangées de croix blanches et d'étoiles de David s'étendant vers les horizons, chacune marquant une tragédie individuelle au sein d'une vaste catastrophe collective. Comme l'un des historiens le reflète plus tard, la campagne italienne a prouvé qu'il n'y a pas de raccourci dans la guerre. Le ventre mou de Churchill était recouvert de montagnes qui ne cèdent ni aux bombardiers ni à l'artillerie. Elles cèdent uniquement à l'infanterie qui doit les gravir sous le feu. Le coût de cette ascension ne peut jamais être calculé uniquement en termes stratégiques. Il doit être mesuré en vie de jeunes hommes qui sont morts sur des pentes qui aujourd'hui sont recouvertes d'herbes et de fleurs sauvages, comme si la terre elle-même essayait de guérir ce que les hommes lui ont fait et se sont fait les uns aux autres. La dernière leçon de la campagne reste simple et terrible. En guerre, chaque victoire a un prix, et parfois le prix dépasse ce que vaut la victoire.